Comment ça marche? Armement, la révolution Glock. La carcasse en polymère repose sur la table d'inspection comme un défi lancé à 70 ans de tradition armurière. Sa surface présente la texture subtile du moulage par injection, exempte des marques d'usinage, qui caractérisent chaque pistolet de service de l'inventaire actuel du ministère autrichien de la Défense. Pesant à peine 220 grammes, contre près d'1 kilogramme pour les châssis en acier des modèles concurrents, l'objet semble presque être un jouet aux yeux des responsables de l'approvisionnement qui l'examinent dans l'installation de Deutsche Wagram, en ce matin d'automne 1982. Le colonel Weber soupèse le prototype, son expression trahissant un scepticisme proche du dédain. Les carcasses de pistolets traditionnels nécessitent forgage, usinage et traitement thermique, des processus qui définissent la fabrication d'équipements de qualité depuis la révolution industrielle. L'objet qu'il tient entre ses mains est issu du même type de presse à injecter que celle utilisée pour fabriquer des tableaux de bord automobiles ou des boîtiers d'appareils électroménagers. Aucun outil d'armurier n'a touché sa structure. Aucun ajustement manuel n'a calibré ses tolérances. Pourtant, les spécifications techniques remettent en cause chaque certitude concernant l'ingénierie des matériaux dans la conception d'équipements. Le polymère, un nylon chargé de verre désigné sous le nom de polymère 2, résiste à des températures allant de -40 à plus de 92 degrés Celsius sans déformation dimensionnelle. Des inserts de renfort en acier positionnés au point de tension critique créent des liaisons mécaniques plus solides que les soudures traditionnelles. Le ponté s'intègre parfaitement à la structure du châssis, éliminant un point de fragilité qui a affecté les modèles de dotation pendant des décennies. Gaston Glock observe l'inspection depuis l'autre bout de la pièce, son expertise en chimie des polymères avancés lui offrant une perspective dont manquent les fabricants traditionnels. Là où il voit du plastique, il reconnaît un matériau qui absorbe l'énergie de l'impact plutôt que de la transmettre à travers la structure de l'objet. Là où ils perçoivent une fabrication bon marché, il comprend une précision industrielle réalisable uniquement par des processus automatisés. La contradiction va bien au-delà des matériaux. Elle remet en cause le lien fondamental entre artisanat et performance qui définit l'industrie depuis ses origines. Les exigences du cahier des charges des forces autrichiennes semblent presque contradictoires. Fiabilité accrue, poids réduit, coût de production inférieur et durabilité renforcée dans des conditions extrêmes. Les approches traditionnelles, un meilleur acier, des tolérances plus serrées, des mécanismes plus complexes, répondent à certains besoins, tout en compromettant d'autres. La solution de Glock pose une question fondamentale. La sagesse conventionnelle sur la construction des équipements sert-elle une nécessité d'ingénierie ou une simple tradition industrielle? Si des histoires comme celle-ci vous aident à comprendre comment l'ingénierie a discrètement façonné l'histoire, dites-nous dans les commentaires ce qui vous a surpris jusqu'à présent et restez avec nous pour le prochain chapitre. Gaston Glock n'a jamais eu l'intention de révolutionner la conception de l'armement. Son entreprise était spécialisée dans l'équipement de terrain, couteaux de combat, outils de retranchement et boîtiers de projectiles, des produits qui tiraient parti de son expertise dans les matériaux avancés et les processus de fabrication. Lorsque le ministère autrichien de la Défense a publié son cahier des charges en 1980, les fabricants établis comme Steyr-Mannlicher ont considéré ce contrat comme une procédure de routine, convaincus que leur décennie d'expérience leur donnait un avantage insurmontable sur un ingénieur qui n'avait jamais conçu d'équipement de ce type. Cette inexpérience s'est avérée être le plus grand atout de Glock. Les fabricants traditionnels ont abordé le cahier des charges en perfectionnant des modèles existants, améliorant la métallurgie, ajustant la tension des ressorts, modifiant les systèmes d'extraction. Leurs solutions portaient le poids accumulé de compromis historiques et de décisions de conception prises pour des limitations de fabrication qui n'avaient plus cours.
Glock a abordé le défi avec la méthodologie systématique d'un ingénieur en matériaux, remettant en question la nécessité de chaque composant et examinant chaque processus de fabrication sous l'angle de l'optimisation. Son passé en chimie des polymères a révélé des opportunités invisibles pour la pensée conventionnelle. Des thermoplastiques avancés pouvaient remplacer l'acier dans des applications non critiques tout en offrant des caractéristiques de performance supérieures. Le moulage par injection permettait d'atteindre des tolérances dimensionnelles que l'usinage manuel peinait à égaler économiquement. La production automatisée éliminait l'erreur humaine tout en réduisant les coûts de main-d'œuvre de façon spectaculaire. Mais ces avancées exigeaient d'abandonner les préférences esthétiques qui guidaient la conception depuis des générations. L'urgence des forces autrichiennes découlait des exigences de standardisation de l'OTAN et de contraintes budgétaires qui rendaient les améliorations progressives insuffisantes. Elles avaient besoin d'une réduction radicale des coûts sans compromis sur la performance. Exactement le type de défi qui favorisait l'ingénierie des matériaux innovants au détriment de l'artisanat traditionnel. Les responsables des achats reconnaissaient en privé que la pression politique nationale exigeait une solution autrichienne, créant une opportunité pour les entreprises prêtes à bousculer les leaders du secteur. L'équipe de Glock comprenait des métallurgistes, des spécialistes des polymères et des ingénieurs de production issus de l'industrie automobile et aérospatiale plutôt que du milieu armurier. Leur perspective mettait l'accent sur l'efficacité de la fabrication et l'optimisation des matériaux, plutôt que sur la précision de l'ajustement manuel qui caractérisait les modèles premium. Cette approche industrielle horrifiait les puristes, mais s'alignait parfaitement avec les priorités de l'approvisionnement étatique, fiabilité, accessibilité financière et qualité constante sur des volumes de production élevés. Les premiers prototypes sont sortis de l'usine de Glock au début de l'année 1982, intégrant des principes de conception qui semblaient presque hérétiques aux yeux des fabricants traditionnels. Des mécanismes internes simplifiés réduisaient drastiquement le nombre de pièces. La construction en polymère éliminait les problèmes de corrosion tout en offrant une résistance au choc supérieur. Les processus de fabrication privilégiaient la cohérence dimensionnelle plutôt que l'esthétique des finitions de surface. Chaque décision remettait en cause la conception établie de ce qui constituait la qualité en ingénierie. Le Glock fonctionne sur un système de recul court Browning modifié, mais ses éléments révolutionnaires s'étendent bien au-delà de l'action mécanique pour toucher à l'ingénierie fondamentale des matériaux. Lorsqu'une pression est exercée sur la détente, 3 mécanismes de sécurité indépendants doivent se désengager dans une séquence précise. La sécurité du percuteur se libère, la sécurité de détente s'enfonce et la sécurité de chute se désengage. Ce n'est qu'à ce moment-là que le percuteur avance sous la tension du ressort pour amorcer la cartouche. Une trinité de protection qui repose sur une logique mécanique plutôt que sur une complexité électronique. Image de la séquence de tir d'un pistolet à percuteur lancé. La pression des gaz générés par la combustion propulse le projectile dans le canon à rayures hexagonales tout en poussant simultanément la glissière vers l'arrière contre la compression du ressort de rappel. Le canon s'abaisse via un système de cam, se déverrouillant de la glissière, laquelle continue sa course arrière pour extraire et éjecter l'étui vide. Le ressort de rappel compressé renvoie ensuite la glissière vers l'avant, prélevant une nouvelle cartouche dans le chargeur et remettant le canon en position de tir. Ce cycle se répète avec une précision mécanique, limitée seulement par la réserve de munitions et l'usure des composants. Image du système de recul court, Browning. La véritable innovation réside dans la philosophie de construction de la carcasse. Les châssis traditionnels fonctionnent comme des plateformes rigides, transmettant l'énergie du recul directement à la main de l'utilisateur. La carcasse en polymère de Glock absorbe l'énergie de l'impact par une flexion contrôlée, réduisant le recul ressenti tout en maintenant l'intégrité structurelle.
Le nylon chargé de verre offre des caractéristiques de résistance spécifiques impossibles à obtenir avec l'acier. Une haute résistance au choc combinée à une stabilité dimensionnelle sur des plages de températures extrêmes. L'intégration industrielle révèle la sophistication profonde du design. Des inserts de renfort en acier sont positionnés avec précision dans les moules d'injection, permettant aux polymères de les envelopper durant le processus. Cela crée des liaisons mécaniques au niveau moléculaire, plus fortes que des joints soudés et éliminant les besoins d'assemblage classique. La texture de surface pour l'adhérence est moulée directement sur le châssis et non usinée après coup. Le pontet devient un élément structurel intégral plutôt qu'une pièce séparée nécessitant un ajustement. Les évaluateurs autrichiens se sont d'abord demandé si une construction en polymère pouvait supporter les conditions de service qui détruisent habituellement les modèles en acier. Leur scepticisme reflétait des décennies d'expérience avec la fatigue des métaux, les fissures de contrainte et les changements dimensionnels sous des cycles de tir répétés. Mais les tests de vieillissement accéléré ont révélé des résultats inattendus. Les châssis en polymère ont survécu à des conditions qui brisaient l'acier traditionnel, leurs dimensions restant inchangées et leurs propriétés mécaniques intactes. La résistance n'est pas venue de défauts de performance, mais de l'inertie institutionnelle. L'approvisionnement officiel associait traditionnellement la qualité d'un équipement au poids, à la complexité et aux matériaux coûteux. Le Glock a défié ces principes par une simplification agressive. 34 composants au total contre 70 ou plus pour les modèles conventionnels, démontables sans outils et fabriqués via des processus éliminant totalement l'ajustage manuel. Pensez-vous que ce choix de conception était inévitable ou un pari risqué à l'époque? Partagez votre avis dans les commentaires et transmettez cette histoire à quelqu'un qui aime comprendre comment les choses fonctionnent réellement. Le centre d'essai de Deutsche Wagram résonne de la percussion méthodique des tests de durabilité, alors que les techniciens soumettent les prototypes Glock à des protocoles de vieillissement accélérés qui détruiraient n'importe quel équipement conventionnel. Des chambres de cycle thermique alternent entre un froid arctique et une chaleur désertique toutes les 30 minutes, simulant des années d'exposition environnementale en un temps record. Les tests de chute à des hauteurs croissantes mesurent la résistance au choc, tandis que des tables vibrantes reproduisent le stress mécanique d'un transport en véhicule blindé sur terrain accidenté. Chaque échec fournit des données qui entraînent un raffinement immédiat de la conception. Les premiers prototypes révèlent des points de concentration de contrainte où l'épaisseur du polymère doit être ajustée. Les cycles thermiques exposent des taux d'expansion différents entre les inserts en acier et la matrice polymère, menant à des géométries d'inserts modifiées pour accompagner le mouvement thermique. Les tests d'impact identifient les motifs de texture optimaux pour améliorer la prise en main sans créer de zones de fragilité susceptibles de propager des fissures sous des charges répétées. Le processus de fabrication subit une optimisation parallèle, les ingénieurs de production affinant les paramètres du moulage par injection. Les caractéristiques de flux du polymère dictent l'emplacement des points d'injection et la conception des canaux de refroidissement. Les temps de cycle équilibrent les impératifs de productivité et les exigences de précision dimensionnelle. Les protocoles de contrôle qualité adaptent les méthodes d'inspection traditionnelles aux spécificités du polymère, traquant les marques de retrait, les lignes de flux et les vides internes qui pourraient compromettre l'intégrité structurelle. Les observateurs des forces autrichiennes documentent des données de performance qui contredisent leurs attentes. Les prototypes Glock fonctionnent de manière fiable après avoir été immergés dans le sable, la boue et l'eau, des éléments qui enrayent les modèles classiques. Les températures extrêmes qui rendent les modèles en acier inopérants affectent à peine la construction en polymère. Des chocs qui tordent les pontets métalliques laissent les châssis en polymère intacts et parfaitement fonctionnels.
Les fabricants concurrents balaient ces résultats, les jugeant non pertinents par rapport aux conditions réelles du terrain, arguant que les tests en laboratoire ne peuvent reproduire le stress complexe de l'usage opérationnel. Leurs objections reflètent une inquiétude réelle quant à la durabilité du polymère, mais aussi la pression concurrentielle d'un design qui remet en cause les fondements de l'industrie. Les armuriers traditionnels ont investi massivement dans le forgage de l'acier, l'usinage et la main-d'œuvre hautement qualifiée, des investissements que l'approche de production de Glock rend économiquement obsolètes. Les essais sur le terrain avec les unités autrichiennes valident ces résultats en conditions réelles. Les personnels rapportent une fatigue moindre lors des périodes de port prolongées grâce au gain de poids. Les besoins de maintenance chutent drastiquement. Le mécanisme simplifié nécessite rarement des ajustements et la structure en polymère élimine les risques de corrosion dans les environnements humides. Plus significatif encore, les statistiques de fiabilité surpassent celles des modèles en service sur tous les paramètres mesurés. L'accumulation des données forme un argument d'ingénierie irréfutable. La construction en polymère offre des performances supérieures tout en réduisant considérablement les coûts de fabrication. Cependant, l'acceptation nécessite de surmonter une résistance psychologique envers des matériaux qui semblent manquer de substance pour des applications de terrain. Le Glock réussit non pas en ressemblant au modèle traditionnel, mais en démontrant que les choix de matériaux classiques servaient la convention plutôt que la nécessité. Le moment décisif ne survient pas lors d'un test spectaculaire, mais par un calcul économique silencieux. Les responsables autrichiens analysent les coûts du cycle de vie qui s'étendent bien au-delà du prix d'achat initial pour inclure la maintenance, le remplacement et le support logistique sur des décennies. Les modèles avec châssis en acier nécessitent des traitements de surface périodiques contre la corrosion, le remplacement de composants usés et des outils spécialisés pour l'entretien. Le Glock élimine la plupart de ces exigences tout en affichant des statistiques de fiabilité supérieures. Le passage à l'échelle de la production révèle les implications économiques qui vont transformer la réflexion sur l'approvisionnement. La fabrication traditionnelle nécessite des machinistes qualifiés, de multiples opérations mécaniques et des inspections qualité poussées pour atteindre des tolérances acceptables. Les carcasses de Glock sortent terminées des presses à injecter toutes les 90 secondes, refroidies et éjectées, avec une précision dimensionnelle que l'usinage manuel ne peut égaler économiquement. Les coûts des matériaux chutent de 60%. Les coûts de main-d'œuvre diminuent encore plus radicalement, mais la transformation dépasse la fabrication pour interroger ce qui constitue la qualité d'un équipement. La culture traditionnelle associe l'excellence au poids, à la complexité et aux composants ajustés à la main, des caractéristiques qui plaisent aux collectionneurs, mais n'offrent aucun avantage tactique. L'efficacité opérationnelle exige fiabilité, constance et facilité d'entretien dans des conditions adverses. La construction en polymère répond à ces besoins tout en éliminant les caractéristiques servant des fins esthétiques plutôt que fonctionnelles. L'attention internationale se porte sur l'Autriche à mesure que la nouvelle de cette technologie révolutionnaire se propage dans les réseaux d'approvisionnement. Les exigences de standardisation de l'OTAN poussent les nations membres à adopter des équipements compatibles, mais les avantages de performance du Glock transcendent les considérations politiques. Les agences de maintien de l'ordre deviennent des adopteurs précoces, attirés par le gain de poids et les protocoles de maintenance simplifiés qui réduisent les coûts de formation et de fonctionnement. La barrière psychologique s'avère plus difficile à franchir que les obstacles techniques. Certains personnels expriment leur scepticisme face à un équipement qui ressemble à un jouet comparé au modèle de service en acier. Cette résistance reflète une association culturelle entre la qualité d'un outil et sa lourdeur. Des certitudes qui persistent malgré les preuves accablantes de la supériorité du polymère dans les performances mesurables. Glock répond à ces inquiétudes non par le marketing, mais par des tests élargis démontrant la durabilité du polymère dans des conditions extrêmes.
Des prototypes fonctionnent normalement après avoir été écrasés par des véhicules, immergés dans des solutions corrosives ou soumis à des impacts qui détruiraient des équipements classiques. Chaque démonstration érode les préjugés sur l'ingénierie des matériaux, révélant comment les choix traditionnels reflétaient les limites de fabrication d'autrefois plutôt que des exigences de performance réelles. La leçon d'ingénierie dépasse ici le cadre de l'armement pour toucher aux questions plus larges de l'innovation face à la tradition. Des matériaux avancés combinés à des processus de fabrication optimisés permettent des améliorations de performance impossibles via le simple raffinement des approches existantes. Mais l'acceptation exige de remettre en cause des certitudes qui ont régi des industries entières pendant des générations. Une transformation qui demande le courage d'abandonner des méthodes éprouvées pour des possibilités encore inexplorées. En l'espace d'une décennie, les carcasses en polymère deviennent la norme pour les modèles de service à travers le monde, validant l'approche d'ingénierie de Glock par une adoption massive sur les marchés publics et civils. Les techniques de fabrication pionnières de Deutsche Wagram influencent l'industrie automobile, l'aérospatiale et le secteur médical, les ingénieurs reconnaissant que les composants structurels moulés par injection peuvent remplacer les pièces métalliques usinées dans de multiples applications. Ce qui a commencé comme un défi à la tradition armurière devient un cas d'école en innovation de l'ingénierie des matériaux. La résistance qui avait accueilli la construction en polymère se dissipe à mesure que les données de performance s'accumulent sur des millions de cycles de service. Les services de police signalent une réduction des coûts de maintenance et une fiabilité accrue. Les unités sur le terrain apprécient le gain de poids lors d'opérations prolongées. Les fabricants de tout le secteur finissent par adopter la construction en polymère, confirmant l'intuition fondamentale de Glock. Les matériaux avancés peuvent offrir des performances supérieures tout en réduisant considérablement les coûts de production. Pourtant, l'impact le plus profond réside dans la philosophie de conception elle-même. Le Glock prouve que la remise en question des principes de base peut révéler des opportunités invisibles pour ceux qui se contentent d'améliorations incrémentales. Les fabricants traditionnels se concentraient sur le perfectionnement de solutions existantes, un meilleur acier, des tolérances plus fines, des mécanismes plus sophistiqués. Glock a réussi en demandant si les choix de matériaux conventionnels servaient une nécessité d'ingénierie ou une simple habitude industrielle. Ce changement de paradigme influence la réflexion bien au-delà de ce secteur spécifique. Dans toutes les industries, des ingénieurs commencent à se demander si leur choix de matériaux reflète une performance optimisée ou simplement une pratique héritée du passé. Les constructeurs automobiles adoptent des polymères structurels pour des pièces autrefois métalliques. L'aérospatiale intègre des matériaux composites offrant des rapports résistance-poids supérieurs. Le domaine médical utilise des plastiques avancés offrant une biocompatibilité impossible avec les métaux. La plus grande réussite de l'ingénieur autrichien n'est pas seulement d'avoir créé un produit à succès, mais d'avoir démontré comment la remise en question systématique des certitudes fondamentales peut ouvrir des voies transformatrices. En abordant la conception sans préconception sur l'apparence, les matériaux ou les méthodes de production, Glock a créé des solutions invisibles pour les experts limités par la tradition de leur métier. Le test qui a remodelé une industrie entière n'était pas un examen ponctuel, mais l'interrogation méthodique de principes qui régissait la conception depuis près d'un siècle. La construction en polymère a triomphé parce qu'elle répondait à des exigences de performance réelles plutôt qu'à des préférences esthétiques. L'optimisation industrielle a apporté une qualité supérieure grâce à des processus automatisés éliminant la variabilité humaine. Les mécanismes simplifiés ont renforcé la fiabilité en réduisant les modes de défaillance. Aujourd'hui, les principes instaurés à Deutsche Wagram continuent d'influencer la pensée technique dans de nombreuses disciplines. La leçon dépasse toute technologie spécifique.
L'innovation surgit souvent non pas en affinant ce qui existe, mais en se demandant si les méthodes actuelles répondent à des besoins réels, ou si elles ne font que perpétuer des limitations historiques. En ingénierie, comme dans bien d'autres domaines, les plus grandes percées sont l'œuvre de ceux qui osent remettre en cause ce que tout le monde considère comme une vérité établie. Si vous appréciez les récits authentiques et documentés sur la manière dont l'ingénierie a façonné le monde, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-nous depuis quel pays vous nous regardez.